Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, puisque si vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne, j'ai l'habitude de vous proposer de temps en temps des conseils de lecture à propos d'ouvrages qui sont plutôt dans le champ d'application de la psychologie et plus particulièrement de l'approche systémique. Et aujourd'hui, à l'occasion des fêtes, j'avais envie de vous faire une sélection très spéciale de mes ouvrages coup de cœur absolus. Et la raison pour laquelle je vous propose cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis absolument convaincu qu'en tant que thérapeute ou plus globalement professionnel de la relation, nous sommes notre propre outil de travail. Et donc bien évidemment, on se nourrit de toutes les lectures, de tous les savoirs académiques qui sont dans notre champ d'application. On est également forgé par notre expérience à l'exercice de nos fonctions, mais également de toutes nos expériences de vie et en ce qui concerne les lectures, de tout ce que l'on a pu lire d'une manière ou d'une autre, parce que je suis absolument convaincu que la lecture est un outil absolument magnifique pour s'ouvrir à d'autres visions du monde et élargir notre éventail de possibles. Donc aujourd'hui, aucun ouvrage théorique, vous aurez d'autres vidéos sur ce sujet sur la chaîne prochainement, uniquement des romans, des ouvrages qui ont marqué ma vie de manière significative et qui ont changé ma manière de penser et ma manière de voir le monde. Alors je vous propose tout de suite de commencer par le premier ouvrage qui est un ouvrage de Romain Gary qui s'appelle La vie devant soi. En réalité, cet ouvrage, il l'a écrit sous un pseudonyme, celui d'Émile Ajar. Pour la petite histoire, c'est normalement impossible de gagner le prix Goncourt 2 fois dans sa vie, et Romain Gary est la seule personne qui a pu le faire en publiant cet ouvrage sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Alors, La vie devant soi, c'est vraiment un ouvrage qui a été extrêmement significatif pour moi. Je pense que j'ai été ému du début à la fin. Le narrateur est un jeune garçon, je sais plus de quel âge, mais d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et il y a dans l'écriture un style qui est extrêmement poétique et on voit le monde à travers les yeux de cet enfant. Ça a été quelque chose qui a été absolument génial pour moi et notamment dans cette vision qui est une vision un peu constructiviste dans laquelle on se rend compte à quel point la réalité est une construction et à quel point chacun développe sa propre vision du réel. Cet ouvrage est absolument magnifique, je l'ai lu d'une seule traite, la première fois que je l'ai lu, depuis je l'ai lu de nombreuses fois, et à chaque fois, c'est un émerveillement. Donc vraiment le premier ouvrage que je vous conseille, La vie devant soi, de Romain Gary. Et ce qui a été pour moi significatif avec cet ouvrage, c'est qu'il m'a ouvert à un tout nouveau monde en ce qui concerne le style d'écriture. Ça a été, d'une manière ou d'une autre, ma porte d'entrée dans la grande littérature, parce que jusqu'à présent, j'étais vraiment attiré par les histoires. Et finalement, peu importe le style dans lequel elles étaient véhiculées. Et à partir de cet ouvrage en particulier, j'ai commencé à me rendre compte à quel point le style était d'une extrême importance et comment est-ce qu'il pouvait y avoir tout un univers qui se cachait derrière la manière de raconter le monde. Et donc cet ouvrage a été un pont avec un second ouvrage qui est celui de Céline qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Cet ouvrage a été extrêmement marquant pour moi également. Je trouve qu'il y a à l'intérieur de ce style parlé un petit peu familier qu'utilise Céline quelque chose également d'extrêmement poétique. Il y a des tournures de phrases qui sont du génie absolu. Alors après, plus tard, j'ai appris des choses au niveau de la vie de l'auteur. Il a fallu dans mon esprit que je décorrèle un petit peu l'œuvre de l'auteur de telle manière à pouvoir continuer à l'apprécier autant. Mais si vraiment je me souviens du contexte dans lequel je l'ai découvert, c'était absolument incroyable. Ensuite, un autre ouvrage qui était significatif, c'est L'étranger d'Albert Camus. Encore une fois, dans cet ouvrage, on voit le monde à travers les yeux d'un protagoniste avec sa vision bien spécifique. Ce qu'il y a de particulier dans cet ouvrage, c'est que le héros est un meurtrier. Et c'est un personnage dont on se rend compte qu'il ne comprend pas exactement ce qui lui arrive. On pourrait se douter qu'il y a un handicap mental, par exemple, et on voit à quel point cet individu ne comprend pas ce qui est en train de se passer, à quel point il est en train de se forger un sens vis-à-vis des choses qui peuvent lui arriver, vis-à-vis de la grande machine qui se met en place autour de lui. Et j'ai trouvé ça
extrêmement pertinent. C'est un ouvrage qui m'a marqué profondément et qui surtout a amené chez moi cette idée que tout le monde a toujours une excellente raison d'agir comme il le fait. Ça rejoint cette phrase qui a résonné des années plus tard pour moi de Mouni El-Kaïm, qui disait également ça, c'est-à-dire que lorsque l'on juge, on fait l'économie de l'analyse. Et que derrière des actes qui peuvent paraître aussi criminels soient-ils, aussi problématiques, il y a toujours des êtres humains, et que si on prend le temps de voir le monde à travers leurs yeux, ça peut éveiller bien évidemment des élans d'empathie, et on peut, d'une manière ou d'une autre, comprendre pourquoi ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. Ces 3 ouvrages que je viens de vous présenter ont donc été extrêmement importantes pour moi, notamment vis-à-vis de la question du non-jugement qui est si importante dans mon métier de thérapeute. Ensuite, je vous emmène du côté de la Russie avec Dostoïevski et les frères Karamazov. Alors là, c'était quelque chose d'encore différent, puisque c'était d'une certaine manière une plongée dans la folie. Quand j'ai lu cet ouvrage, je ne savais vraiment pas quoi en penser, si ce n'est que ça m'a profondément dérouté. Quand j'en ai fini la lecture, je pouvais avoir un sentiment un petit peu de malaise où j'ai trouvé qu'il y avait des choses à l'intérieur qui pouvaient être un petit peu malsaines. Mais ça a été quelque chose d'extrêmement formateur pour moi parce que ça a été une immersion dans un monde qui était complètement différent de celui dans lequel je pouvais évoluer ou en tout cas de ma zone de confort. Et de cette manière-là, ça a ouvert l'éventail des possibles pour moi. C'est un ouvrage qui est extrêmement bien écrit, c'est un chef-d'œuvre et un véritable classique de la littérature russe. Un autre ouvrage qui a été significatif pour moi, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. De la même manière que pour les frères Karamazov de Dostoïevski, je ne suis pas sûr que ce soit un ouvrage que j'irai relire en entier, mais j'ai toujours plaisir à aller le réouvrir de temps en temps, à lire une page ou deux. Il y a de véritables fulgurances dans certaines phrases que je pouvais relire et relire encore une dizaine de fois. Je pense que je n'ai jamais noté autant de citations que dans cet ouvrage-là en particulier. On y découvre une myriade d'émotions exprimées avec une justesse infinie. Je vous propose de vous lire un des extraits parmi les dizaines de citations que j'ai pu écrire pour vous montrer à quel point il y a une justesse dans la manière dont sont transcrites les émotions de la protagoniste. Il ne distinguait pas, cet homme si plein de pratique, la dissemblance des sentiments sous la parité des expressions. Parce que des lèvres libertines ou vénales lui avaient murmuré des phrases pareilles, il ne croyait que faiblement à la candeur de celle-là. On en devait rabattre, pensait-il, les discours exagérés cachant les affections médiocres, comme si la plénitude de l'âme ne débordait pas quelquefois par les métaphores les plus vides, puisque personne, jamais, ne peut donner l'exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs, et que la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Ensuite, un ouvrage, ou plutôt une longue série d'ouvrages, qui a été absolument significatif pour moi, c'est La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Alors pour tout vous avouer, au début, quand je suis rentré dans le premier tome de La recherche du temps perdu, qui s'appelle À côté de chez Swann, j'ai trouvé ça d'une lourdeur infinie. Je trouvais des phrases à rallonge, il n'y a absolument aucun paragraphe dans ce livre, c'est-à-dire que tout s'enchaîne du début à la fin sans espace, ça donnait vraiment l'impression d'un bloc extrêmement indigeste. Et petit à petit, j'ai commencé à voir émerger toute la poésie, tout l'humour qu'il y avait à l'intérieur de cet ouvrage, et je trouvais que c'était du génie de voir de quelle manière est-ce que l'auteur nous entraîne comme dans une litanie, dans une pensée qui se déroule au fil des pages et qui nous entraîne dans les méandres de son esprit. Marcel Proust réalise un exploit extraordinaire de nous faire vivre ce sentiment du temps retrouvé. Ensuite, je vais peut-être vous surprendre avec le livre que j'ai entre les mains, puisqu'il dénote complètement avec les autres que j'ai pu vous citer jusqu'à présent. Il s'agit de Harry Potter. C'était absolument impossible pour moi de vous faire une série sur les ouvrages qui ont marqué ma vie sans parler de cette saga qui a été extrêmement significative. Et je suis d'ailleurs absolument convaincu que c'est une saga qu'on peut lire à tout âge. Peut-être que les premiers tomes sont un petit peu plus à destination d'un public jeune, mais ensuite ça se complexifie énormément. Il y a une quantité astronomique de thèmes existentiels qui sont abordés dans cette saga. Et encore aujourd'hui, dans mes séances de thérapie, il n'est pas rare que j'emprunte une très grande quantité de métaphores qui viennent de cette saga, en tout cas pour toutes les personnes de la génération pour laquelle ça a été quelque chose de très populaire.
Pour vous donner un exemple, il y a à l'intérieur du livre, si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez peut-être faire pause sur la vidéo et passer un petit peu plus tard. Je vais vous mettre un petit timecode en bas de la vidéo pour savoir jusqu'où aller si jamais vous ne voulez pas être spoilé. Donc attention, ça commence maintenant. Il y a notamment cette idée dans cette saga selon laquelle le grand méchant, en fait, Voldemort, ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom, a réparti son âme dans différents objets ou êtres vivants. C'est ce qu'on appelle des Horcruxes, et il n'est réellement possible de le détruire qu'à partir du moment où on a détruit l'intégralité de tous les Horcruxes. Et ça va être quelque chose qui va être fait au fil de tous les tomes par les différents personnages quand on comprend pourquoi est-ce que ce grand méchant semble ne jamais mourir et revient tout le temps à la charge. Et on se rend compte à un moment donné que Harry lui-même est un des fameux Horcruxes. Donc que pour tuer le grand méchant de l'histoire, il faut qu'il meure lui-même, ou il faut en tout cas qu'il puisse abandonner, qu'il puisse dire au revoir à une partie de lui. Et c'est quelque chose que j'ai pu réutiliser, notamment dans la question des prescriptions de rituels significatifs performatifs, dans lesquels j'ai pu d'abord procéder à une certaine forme externalisation du problème, et ensuite il était question de voir le problème comme étant ce fameux Voldemort avec différents Horcruxes, et la dernière phase de ce rituel significatif performatif consistait justement à un acte qui était un acte d'une manière ou d'une autre un peu ordalique, dans lequel il était question de se séparer une bonne fois pour toutes, définitivement, de cette partie en soi-même qui pouvait comporter cette part d'ombre. J'ai pu voir à quel point il pouvait y avoir une portée significative vis-à-vis de cette métaphore des Horcruxes et de cet acte ordalique qui consistait de manière un peu sacrificielle à se séparer d'une partie de soi qui comporte le problème. Et pour terminer en beauté, j'avais envie de vous parler de l'ouvrage qui est mon coup de cœur absolu de tous les temps. Il s'agit des Misérables de Victor Hugo. Écoutez, pour décrire cet ouvrage, je pense que les mots vont me manquer. Je pense que c'est une œuvre complète, comme il n'en existe nul autre dans toute la littérature, en tout cas dans tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Si j'avais à partir sur une île déserte et à ne choisir qu'un seul ouvrage, je suis sûr que je pourrais lire et relire cet ouvrage toute ma vie. Il y a là-dedans des choses qui me bouleversent et qui me touchent profondément. On y voit dépeinte une humanité absolument incroyable à travers des phrases fulgurantes. Quand j'ai terminé cet ouvrage, c'était une évidence pour moi que Victor Hugo est un génie absolu. Et si je dois vous faire une confidence, une des raisons qui m'ont poussé notamment à aller faire toutes ces interviews, à enregistrer la parole de ces personnes qui peuvent avoir une expérience incroyable, c'est lié à une très grande frustration qui a pu être la mienne et qui est toujours la mienne aujourd'hui, même si je pense que j'ai fait mon deuil, de pouvoir entendre la voix de Victor Hugo, de pouvoir voir à quoi est-ce qu'il pouvait ressembler en s'incarnant en chair et en os. Donc c'est quelqu'un que je ne pourrais rencontrer qu'à travers ses écrits. Je pense que je pourrais passer ma vie à les réexplorer avec toujours autant d'admiration. Donc s'il ne fallait en garder qu'un, Les Misérables de Victor Hugo. Si vous avez vous aussi lu un ou plusieurs de ces ouvrages, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéressera énormément. Vous pouvez également faire vos suggestions à vous, quel est votre livre coup de cœur absolu en ce qui concerne les romans, ou le théâtre, ou la poésie, en tout cas rien qui ne soit en lien directement avec le sujet de la psychologie ou de l'approche systémique. Promis, on revient très vite à ce sujet dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une autre vidéo un petit peu spéciale. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.